Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans un épisode bouleversant de Plus belle la vie, le numéro 362, diffusé le mercredi 25 juin 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension, qui mêle détresse, survie, espoir fragile, révélation glaçante, et vérité qui éclate au grand jour. Luna et Chloé sont à l'agonie. Piégées dans un immeuble abandonné, à deux doigts de la mort. La chaleur, le manque d'eau, la fièvre, tout semble s'acharner contre elles. Mais un sursaut de courage, une clé oubliée sur une photo. Une intuition brûlante, suffiront-ils à les sauver à temps? Pendant ce temps, au Mistral, l'amour tente de reprendre sa place, Thomas se lance dans une soirée speed dating qui vire au fiasco. Tandis que Barbara et Jennifer planifient un week-end qui pourrait bien tourner à la catastrophe, ou à la révélation. Mais derrière les apparences, certains secrets ressurgissent. Un message inattendu sur le téléphone de Samuel sème le doute. Est-il vraiment sincère? Ou cache-t-il quelque chose d'encore plus douloureux? Et ce n'est pas tout, entre tensions au commissariat. Accouchement surprise dans l'immeuble en ruine, et face-à-face tendu entre Gabriel et Samuel, l'épisode d'aujourd'hui nous entraîne dans une spirale haletante, où chaque minute compte. Où chaque décision peut tout faire basculer. Accrochez-vous, car ce mercredi 25 juin, à Marseille, la frontière entre vie et mort n'a jamais été aussi fine. L'air est irrespirable dans la pièce close. La chaleur colle à la peau, la fièvre consume les heures. Le silence est rompu seulement par les gémissements de Chloé, à peine consciente. Allongée sur le matelas souillé. Luna tente de garder la tête froide. Mais ses jambes tremblent. Sa gorge est en feu. Et surtout, elle voit Chloé faiblir minute après minute. Il ne reste plus rien à boire. Plus rien à faire. Jusqu'à ce que son regard tombe sur la vieille chasse d'eau des toilettes. Un déclic. Un espoir désespéré. Elle se précipite. Soulève le couvercle du réservoir. Au fond, une fine couche d'eau brunâtre. Pas propre. Mais c'est de l'eau. Elle trempe un mouchoir propre, presse le tissu contre ses lèvres. Une goutte. Deux. Puis court vers Chloé. Bois, s'il te plaît, juste une gorgée. Murmure-t-elle en l'aidant à se redresser. Chloé prend l'eau du bout des lèvres. Une goutte s'échappe au coin de sa bouche. Elle ferme les yeux. Et soudain, son corps se relâche. Chloé, panique Luna. Elle la secoue doucement. Rien. Les yeux de Chloé restent fermés, son souffle erratique. Luna pose la main sur son front brûlant, puis s'effondre à genoux, les larmes montant d'un coup. Non, non, pas maintenant. Tiens bon. Au commissariat, l'atmosphère est tendue. Idriss et Samuel scrutent l'écran de l'ordinateur. Les techniciens sont parvenus à débloquer le téléphone de Luna. Dans la galerie photo, des selfies, des plats, des souvenirs. Et soudain, une photo retient leur attention. Samuel zoom. Attends, c'est Chloé. Avec une petite fille. Idriss fronce les sourcils. Elena, sa fille. Et là, détail troublant. Elena tient une clé dans la main. Une vieille clé métallique, rouillée. À l'arrière-plan, un mur décrépit, une porte en bois usée par le temps. Samuel se redresse lentement. C'est peut-être l'appartement. Celui où elles sont retenues. Les deux hommes se regardent. Une piste vient de s'ouvrir. Et peut-être, une chance de les sauver. Le compte à rebours continue. Mais cette fois, quelqu'un avance enfin dans la bonne direction. Le Mistral a été transformé pour l'occasion, guirlande lumineuse, petite table ronde, bougies LED et fiches numérotées. Thomas. En chemise impeccable mais les mains moites, surveille les derniers réglages. À ses côtés, Vadim ajuste une nappe d'un geste nonchalant, tandis que Zoé vérifie la liste des participants. Respire. Thomas, glisse Vadim avec un sourire en coin. Mais pas trop fort. Si tu pues le stress, tu vas faire fuir tout le monde. Thomas lève les yeux au ciel, faussement agacé. Tu crois que c'est facile? Ça fait des années que je suis pas allé à un rencard, et là, j'en ai 12 en une soirée. Vadim lui fait un clin d'œil.
Règle numéro 1, pour plaire? Faut avoir l'air inaccessible. Thomas soupire. Ce n'est pas vraiment son genre. Mais il tente le coup. Les rendez-vous s'enchaînent. Les sourires polis aussi. Thomas joue le jeu du mystère. Donne peu de détails, évite les confidences, se contente de répondre par des questions ou des silences. Au fil des minutes, son enthousiasme s'effrite. 1, 2. 3 candidats lèvent les yeux au ciel ou ne reprennent pas leur place. À la fin de la soirée, le constat est sans appel, échec. Assis au comptoir, Thomas boit une gorgée de vin blanc. Zoé le rejoint. Alors, demande-t-elle, mi-curieuse, mi-inquiète. Thomas hausse les épaules, dépité. J'ai voulu faire comme Vadim m'a dit. Rester mystérieux. Inaccessible. J'ai rien dit. Zoé sourit doucement. T'aurais dû rester toi-même. T'es drôle, généreux, spontané. Si quelqu'un veut du mystère, qu'il lise un polar. Thomas laisse échapper un petit rire amer. Facile à dire quand on ne finit pas la soirée tout seul. Mais au fond du bar, une nouvelle conversation s'est amorcée. Vadim discute avec un homme au regard franc et au sourire sincère. Esteban. Le courant passe. Les deux rient, échangent, se rapprochent. Thomas les observe de loin, sans jalousie. Juste avec une pointe de mélancolie. Peut-être que ce soir, ce n'était pas son tour. Mais un jour, peut-être, il y aura quelqu'un qui l'aimera exactement comme il est. Dans l'arrière-salle du Mistral, Barbara est accoudée au comptoir, un café à la main, tout sourire. Jennifer, elle, tourne nerveusement sa cuillère dans sa tasse, l'air ailleurs. Et si on se faisait un petit week-end ensemble? Tous les 4. Toi, moi, Samuel, et Louis. Un peu d'air, de détente. Ça nous ferait du bien. Jennifer relève la tête, surprise, presque inquiète. Tous les 4? Elle grimace. Je sais pas, Barbara. J'ai un peu peur que ça tourne au carnage. Louis est imprévisible, et Samuel est déjà à cran avec tout ce qui se passe au taf. Barbara hoche la tête, compréhensive, mais pas prête à renoncer. Justement. C'est pour ça qu'il a besoin de déconnecter. Et toi aussi. Jennifer hésite, soupire. Et s'il se passe un truc? Si Samuel pète un câble? Ou si Louis le provoque? Un silence. Puis Barbara se redresse, malicieuse. J'ai une idée. Infaillible. Jennifer lève un sourcil. Je te connais. Tu veux me sortir un plan foireux. Barbara sourit de toutes ses dents. Non, un plan brillant, on amène Yaël. Jennifer cligne des yeux. Yaël? Samuel craque complètement sur lui. Il suffit qu'il le voie une minute et il se détend direct. Il devient tout mou, limite attendri. C'est son anti-stress sur pattes. Jennifer éclate de rire malgré elle. T'exagères. Pas du tout. Tu veux que ton mec survive à un week-end avec un ado en pleine crise existentielle? T'amènes Yaël. Et tu verras. Samuel fond comme une crème brûlée. Jennifer réfléchit, un sourire en coin. Bon, ok. Mais si ça dérape, c'est toi qui gères les dégâts. Barbara lève les 2 mains en l'air. Promis. Je prends le risque. Et puis qui sait? Peut-être que ce sera le meilleur week-end de l'année. Dans leur regard complice, une étincelle d'espoir. Et l'envie, même timide, de croire que parfois, les bonnes idées viennent avec un brin de folie. Dans un couloir désert du centre médical, Gabriel tombe nez à nez avec Samuel, un dossier sous le bras, l'air pressé. Mais Gabriel, lui, ne compte pas le laisser filer si facilement. Samuel. Le ton est neutre, mais l'œil est perçant. Samuel se fige à peine, mais esquisse un sourire forcé. Salut. Tu tombes mal? J'ai une urgence à traiter. Gabriel croise les bras, bloque le passage. T'as eu le temps de chercher ce que t'as dans le dos, non? Ces douleurs? Samuel détourne le regard. Hausse les épaules.
Rien de grave. Je gère. T'as pas l'air de gérer. Le silence s'installe. Gabriel insiste. Tu prends toujours des antidouleurs? Samuel fronce les sourcils. Tente de jouer l'étonnement. Un ou deux, de temps en temps. J'ai eu une ordonnance. Gabriel n'est pas dupe. Tu sais que les stocks ont été vérifiés, hein? Il manque des boîtes. Et c'est pas la première fois. Samuel blanchit légèrement. Trop légèrement. Gabriel s'approche, la voix plus basse, plus directe. T'as pas été faire un tour dans le hangar, par hasard? Il y a quelques jours? Samuel garde le silence, crispé. Le mensonge flotte dans l'air. Gabriel le sent. Mais il ne va pas plus loin. Pas encore. Fais attention, Samuel. T'es médecin. Tu sais ce que ça peut coûter. Puis il s'éloigne, laissant Samuel seul dans le couloir. Figé. Pris au piège de ses douleurs, et de ses secrets. Dans une salle du cabinet médical transformée en quartier général improvisé, Léa étale plusieurs feuilles sur la table. Elle montre à Babette une photocopie du cadastre. Les doigts tremblants d'adrénaline. Regarde. Ces bâtiments sont tous reliés au même propriétaire. Et celui-là? Elle pointe un immeuble en bas de la feuille, à la limite de la zone industrielle. Il est sous arrêté de péril. Mur fissuré, eau non potable, absence de ventilation. Il aurait dû être évacué il y a des mois. Babette lit attentivement, son regard se durcit. Et pourtant? C'est l'un des immeubles où Mouret possède un appartement. Léa acquiesce, grave. Mouret et le gardien ont menti. Ce bâtiment, ils l'ont volontairement dissimulé. Babette se redresse. Attrape son sac, déjà prête à partir. Il est isolé. Parfait pour cacher quelqu'un sans se faire remarquer. Ou deux personnes, murmure Léa. Quelques minutes plus tard, Babette retrouve Mathieu dans la cour du pavillon des fleurs. On y va. J'ai besoin de toi. Mathieu ne pose aucune question. Il comprend à son regard que l'urgence est là. Ils montent ensemble dans la voiture, les visages fermés. T'es sûr de toi? Demande-t-il. Non. Mais mon instinct me hurle que Luna et Chloé sont là-bas. Et cette fois, je l'écoute. Le moteur rugit. Direction l'immeuble oublié de tous. Peut-être le dernier endroit où elle respire encore. Sous les grincements d'un immeuble qui menace de tomber en ruine. Bélaïd soulève un marteau, les bras tremblants. Il sait qu'il joue gros. Mais le silence derrière ce mur est plus lourd que sa peur. Il donne un premier coup. Puis un deuxième. La poussière vole. Les briques cèdent. Il avance, centimètre par centimètre. Luna? Chloé, crie-t-il entre deux respirations haletantes. Pas de réponse. Il continue, s'acharne. Mais rien. Le vide. Le silence. À quelques mètres de là, dans une pièce exiguë, la femme du gardien s'appuie contre une vieille commode, les mains sur le ventre. Son visage est pâle, crispé par la douleur. Non. Pas maintenant. Gémit-elle, avant de sentir le liquide chaud couler le long de ses jambes. Elle perd les os. Et panique. Au commissariat, Idriss entre à grands pas dans le bureau de Patrick. L'air préoccupé. Bélaïd ne s'est pas présenté à la convocation. Et il répond plus au téléphone. Patrick relève la tête, agacé. Tu crois qu'il a fui? Ou qu'il a décidé de régler ça à sa manière? En tout cas, je pars sur le terrain. Patrick acquiesce, puis son regard se fige. Il attrape son téléphone posé près du clavier. Plusieurs notifications non lues. Il ouvre les messages de Babette. Et son visage se décompose. Merde. Idriss s'arrête, interloqué. Patrick lit à voix haute, les mains moites. Je retourne à la résidence des Oliviers. Je suis sûr qu'elles sont là. Un frisson lui parcourt l'échine. Elle est partie là-bas. Seule. L'alerte devient rouge. Trop de retard. Trop de silence. Et peut-être, déjà trop tard.
Un cri retentit dans l'immeuble délabré, déchirant le silence pesant des lieux. La femme du gardien, allongée sur un matelas miteux, serre les dents. Ses jambes tremblent, sa respiration est haletante. Et puis, soudain, un vagissement. Fragile. Pur. Une petite fille vient de naître, dans la clandestinité et le chaos. À quelques mètres de là. Bélaïde pousse un ultime cri en frappant la cloison murée. Le mur cède enfin dans un fracas sourd. La poussière retombe, et laisse apparaître l'horreur. Dans l'ombre d'une pièce sans fenêtre, 2 corps immobiles. Luna, allongée contre un mur, le visage blême, tient la main de Chloé, elle aussi inerte. Les 2 femmes sont là. Mais rien ne dit si elles respirent encore. Babette, suivie de près par Mathieu, surgit, le souffle court. Son regard tombe sur les silhouettes. Luna. Chloé. Elle se précipite, tombe à genoux, cherche un pouls, un souffle, un signe. Sa voix se brise. Dis-moi que tu m'entends, Luna. Mathieu, lui, vérifie Chloé. Il pose ses doigts tremblants sur son cou, écoute son souffle. Le silence est assourdissant. Elles sont vivantes, crie Babette. Un battement. Léger. Presque imperceptible. Mais bien là. Oui. Faible. Mais elles sont en vie. Les larmes jaillissent. Les renforts sont appelés. Les secours arrivent. Il n'y a plus de temps à perdre. Un peu plus tard, dans un autre coin de Marseille, Samuel entre dans le salon, un léger sourire aux lèvres. Jennifer l'observe, intriguée. Il s'approche, l'air apaisé. J'y ai réfléchi. Et tu sais quoi? Je suis partant pour le week-end. Avec toi, Louis, et Yaël. Jennifer le fixe, surprise. T'es sûr? Ouais. On a tous besoin de souffler. Et puis, j'ai envie que ça se passe bien. Je te le promets. Je ferai tout pour. Il attrape sa main, sincère. Pour la première fois depuis longtemps, Jennifer entrevoit une lueur d'apaisement dans ses yeux. Une porte entr'ouverte vers un possible renouveau. Et ailleurs, au cœur du chaos, 2 femmes viennent tout juste d'échapper à la mort. Dans le salon baigné d'une lumière tamisée, des bougies vacillent doucement. Jennifer ajuste une dernière fois la table dressée avec soin. 2 verres à vin, une assiette de fromage. Une playlist douce en fond sonore. Elle a même glissé un petit mot sous la serviette de Samuel. Ce soir, c'est leur soirée. Leur moment à 2, loin du stress et des blessures. Quand elle entend la porte s'ouvrir, son cœur s'emballe. Mais le sourire de Samuel, lui, est crispé. Jen. Je suis désolée. Vraiment. On m'a appelé en urgence à l'hôpital. Je dois y retourner. Elle se fige, son regard se trouble. Tu plaisantes? Samuel, tu pouvais pas dire non? Juste une fois. Il baisse les yeux. Y a personne d'autre de dispo. Je peux pas me faire remplacer. Un silence pesant s'installe. Jennifer essaie de masquer sa déception, mais son visage la trahit. Elle hoche la tête. Vas-y. T'as pas le choix. Samuel l'embrasse sur le front et file, laissant derrière lui la table parfaitement dressée et une atmosphère glacée. Quelques minutes plus tard, Jennifer s'apprête à éteindre les bougies quand elle remarque le téléphone de Samuel, posé sur le meuble du couloir. Une vibration brise le silence. Une notification apparaît. Elle hésite, puis regarde. Message reçu, tu passes toujours ce soir? Un frisson lui parcourt l'échine. Elle relit le message, les yeux écarquillés. Son cœur bat plus vite. Son esprit s'emballe. Et une question s'installe. Et si cette urgence n'en était pas une? Et voilà, c'est ainsi que se referme cet épisode bouleversant de Plus belle la vie. Où l'urgence côtoie l'émotion brute, où chaque personnage est poussé dans ses retranchements. Luna et Chloé sont vivantes, mais pour combien de temps encore? Le doute s'insinue dans le cœur de Jennifer, Samuel est sur un fil, et au Mistral, chacun tente de recoller les morceaux de sa vie, tant bien que mal.
N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Pensez-vous que Jennifer va découvrir la vérité? Que Samuel cache un véritable secret? Et selon vous, Luna et Chloé peuvent-elles vraiment se remettre d'une telle épreuve? Abonnez-vous, activez la cloche, et rendez-vous demain pour le résumé en avant-première du prochain épisode. Parce qu'à Marseille, les histoires ne dorment jamais. À très vite sur la chaîne.